en quelque sorte. Anne et Bill s'étaient occupés de la dissection, et Dale était le vétérinaire chevronné. C'était logique d'unir nos forces. Ensemble, ils trouveront peut-être enfin la clé du mystère. C'était la première fois qu'on était tous ensemble. Suzanne Barco est venue du musée océanographique de Virginie avec plusieurs carcasses. On a rencontré Dale Dunn pour la première fois. Il est arrivé avec son formol et ses godets pour prélever des échantillons. On les a tous réexaminés, un par un. On les a mis sur la table d'examen, on les a ouverts, on a pris des photos. On a mis au moins 2 heures par animal à noter tout ce qu'on trouvait. Regarde ça, regarde comme c'est profond. Ils vont chercher des traces d'ondes de choc, en particulier des lésions dans les parties du corps contenant de l'air. La toute première carcasse qu'ils ouvrent en montre tous les signes. Et voilà. Le poumon est fracturé. Quand une onde de choc frappe une poche d'air, elle peut faire exploser les organes qui l'entourent, déclenchant des fractures et des déchirures. Incroyable, il est en morceaux. Ils semblent enfin avoir trouvé la bonne piste. Mais quand Anne Pabst et William McClellan examinent les autres poches d'air, ils sont arrêtés net dans leur élan. Les autres organes sont en parfait état. Je ne crois pas qu'une onde de choc ait pu faire ça. On est peut-être sur la mauvaise route. Les blessures étaient très localisées. Une explosion provoquerait le même genre de traumatisme, mais de façon plus diffuse. Par exemple, dans toute la cavité thoracique. Ça porte au nombre de 7 les animaux de Virginia Beach avec les mêmes résultats. C'est quoi cette histoire? L'hémorragie était focalisée dans une région précise. Ça ne ressemblait pas à un traumatisme provoqué par une onde de choc. Je dirais que ce n'est pas la réponse. Ça paraît peu probable au vu de toutes les preuves. La théorie de l'onde de choc ne tient pas. On a écarté cette solution parce que dans le cas d'une explosion, on aurait trouvé des blessures graves dans toutes les cavités, y compris les sinus. Et ça n'était pas le cas. Les preuves matérielles montrent que les blessures ne résultent pas d'une onde de choc. L'industrie pétrolière et l'armée sont hors de cause. Pendant ce temps, l'équipe écossaise explore une nouvelle piste. Elle s'est rendue compte qu'il y avait peut-être d'autres victimes, d'autres marsouins qui n'avaient pas été retenus pour l'enquête parce qu'ils avaient un aspect différent. En effet, d'autres animaux se sont échoués pendant la même période pour des raisons tout aussi inconnues. Mais ils portent de grandes cicatrices et ne correspondent donc pas au profil établi. Harry Ross reprend toutes ses notes. Il est devenu évident qu'on avait 2 catégories de victimes. Celles qui n'avaient aucune marque extérieure et celles qui portaient de grandes entailles parallèles les unes aux autres, tout en ayant les mêmes graves lésions internes que la première catégorie. Les animaux balafrés présentent en effet les mêmes blessures internes. C'était un nouveau mystère. Avions-nous affaire à 2 scénarios différents ou à un seul? Et si tous les cas étaient liés? Environ 2 tiers des animaux avaient des marques sur la peau, des écorchures parallèles. Chacune d'entre elles commençait par un accroc en forme de triangle. Ça faisait 3 entailles et l'une des 3 se prolongeait par une éraflure. Le motif se répétait de façon parallèle. L'écart très régulier entre les égratignures nous a donné la réponse. On examinait un autre animal qui, là encore, avait l'air en parfaite condition vu de l'extérieur. On a suivi systématiquement le protocole de dissection et quand on a retiré la couche de graisse autour de la tête, on a remarqué qu'il y avait une hémorragie massive au niveau du cou.
C'est le numéro 961035. Ben Wilson se livre à des expériences pour tenter de savoir ce qui a pu laisser ses marques sur les marsouins, et en particulier l'entaille triple. En procédant par tâtonnement,